Bonjour tout le monde, bienvenue. Et je suis Joanne Saint-Charles, la directrice de l'Institut Santé Société. C'est moi qui vais vous animer aujourd'hui et vous encourager à parler. Mais auparavant, avant de vous présenter notre vedette de la journée, auparavant, j'aimerais donner la parole à ma collègue Hélène Carabin, puisque aujourd'hui, notre activité est organisée par l'Institut Santé Société et par le Gréseau, dont Hélène va vous parler pendant une petite minute. Avant de te donner la parole, Hélène, j'allais oublier, c'est un classique. Parce qu'on veut diffuser la présentation de Caroline, la présentation va être enregistrée. Alors, il faut que vous sachiez que c'est le cas et que si vous intervenez dans la conversation, vous allez être aussi enregistré, ce qui ne devrait surtout pas vous empêcher d'intervenir. OK. Hélène, c'est à toi la parole. Oui, merci Joanne. Donc, on est vraiment, vraiment content de pouvoir organiser ce webinaire aujourd'hui en collaboration entre l'ISS qui a fait le travail d'organisation et le Gréseau. C'est un petit peu... finalement, le Gréseau a fêté ses 20 ans l'année dernière. J'ai pris la direction en septembre. Et bon, toutes ces activités-là devraient faire partie un petit peu des célébrations du 20e anniversaire, mais là, avec la COVID, tout a été chamboulé. Donc, on est vraiment, vraiment content qu'il puisse y avoir de telles activités. L'ISS et le Gréseau, je crois, voient les choses de façon très semblable, d'une façon multisystémique. Puis à chaque fois que j'ai parlé avec Joanne, ben, on tend à penser les mêmes choses. Donc, ça me fait vraiment plaisir que la première présentation soit par Caroline Kilsdonck, qui moi, je disais à Joanne ce matin que je pense que Caroline, son cerveau, il est multisystémique en partant. Elle est faite pour faire de la seule santé. Puis, on se connaît depuis longtemps, puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir qu'elle nous présente ça aujourd'hui. Voilà. Puis le Gréseau, ben, on est là pour regarder surtout l'épidémiologie des zoonoses et aussi des maladies animales dans un contexte de santé publique et d'une seule santé. Je te redonne la parole, Joanne, puis je vais me cacher pour laisser la place à nos stars. D'accord. Alors, ben, Hélène a dit déjà une bonne partie. L'ISS aussi, on est très heureux et heureuse de pouvoir collaborer avec le Gréseau. Nos champs d'intérêt à l'Institut Santé-Société, ben, comme son nom l'indique, on s'intéresse à la relation entre la santé et la société. Et on s'intéresse particulièrement aux inégalités sociales de santé. Nos membres travaillent dans plusieurs domaines et surtout plusieurs disciplines aussi. Et c'est complémentaire avec la collaboration qui se fait avec le Gréseau. Je dirige l'Institut depuis 3 ans et j'ai été impliquée auparavant, l'Institut a une vingtaine d'années, et j'allais dire, j'ai perdu ce que j'allais dire. Oui, j'allais juste dire que comme chercheuse, il y a des collègues du Gréseau avec qui je travaille depuis au moins une dizaine d'années, probablement plus, vous allez me dire, mais le temps passe tellement vite en bonne compagnie. Alors voilà. Alors j'arrête de vous parler et de moi et de l'ISS et du Gréseau pour vous parler de la docteure Caroline Kilsdonck qui va nous parler aujourd'hui sur les relations humains-animaux. Je vous dirais qu'elle a grandi sur une ferme laitière et que ça n'est sûrement pas étranger à son obtention d'un doctorat en médecine vétérinaire en 1992. Et là aussi, et là vous allez voir la dimension interdisciplinaire dans le travail de Caroline, elle a complété un micro-programme de 2e cycle en médecine des animaux de compagnie, jusque-là tout va bien, un certificat en gérontologie et une maîtrise en bioéthique. Alors, mettez ça ensemble. Parmi les activités que ça va donner, c'est des pratiques de zoothérapie en CHSLD avec des caniches royaux, j'ai appris, que vous pouvez voir d'ailleurs derrière Caroline.
Un petit caniche, ben, un miniature, celui-là. Un caniche royal miniature. Caroline est aussi mère de 4 adultes, maintenant grand-mère de 3 petites personnes. Et elle s'est donc longtemps impliquée dans les soins de longue durée, à la zoothérapie. Elle s'intéresse autant aux humains qu'aux animaux. Elle regarde la profession vétérinaire, je dirais, de manière globale. Elle est présidente de l'Ordre des médecins, toujours présidente de l'Ordre, non, jusqu'en 2020, c'est ça, présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires. Euh, Elle est consultante, elle offre des ateliers en éthique à des étudiantes et étudiants en médecine vétérinaire et en agriculture. Elle va bientôt rejoindre l'équipe du Gréseau. Elle a été aussi, depuis le départ, intéressée, par exemple, à des questions sur la prévention des morsures et donc favoriser des relations, de saines interactions entre les humains et les animaux. Alors, je n'en dis pas plus parce que de toute façon, je pourrais passer le CV de Caroline, juste l'heure et demie à passer. Alors, je vous dis simplement, d'abord que vous êtes invités à garder vos caméras ouvertes si ça vous le dit. Et que Caroline a pensé sa présentation pour vous faire un peu réagir. Alors, elle va interrompre sa présentation à 2 moments pour vous poser des questions. En fait, il va y avoir 3 questions. La troisième va être à la fin de sa présentation. Donc, on va vous inviter à répondre, à réagir à ces questions. Ce ne sont pas des questions fermées, ce sont des questions qui vous amènent un peu à réfléchir. Donc, ça devrait être une présentation très dynamique. Et là-dessus, Caroline, c'est à toi. Bien, merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Je vais tout de suite activer mon partage d'écran pour ouvrir ma présentation. Ce que je vais vous présenter, excusez, je ne vois pas, voilà, diaporama. Et à partir du début. Alors, voici. J'étais vraiment heureuse d'être invitée à présenter cette conférence-là là, pour toutes sortes de raisons. Premièrement, le fait que c'est organisé par les organisations dont on vient de vous parler. Bon, l'Institut Santé et Société, vous comprenez, des sciences sociales et de la santé, ça regroupe de mes grands champs d'intérêt. Le Gréseau, zoonose et santé publique, évidemment, ça aussi, puis comme on vous l'a dit, je vais me joindre à eux très bientôt en plus. Et puis, il y a même dans la série de conférences, là, parce que c'est une série, il va y avoir même comme partenaire la stratégie québécoise de santé et bien-être des animaux. C'est un regroupement d'une centaine d'organisations avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer là, pendant mes années de présidence. Donc, des organisations qui sont toutes reliées, qui ont toutes un rôle relié au monde animal, que ce soit des rôles très, très diversifiés, beaucoup de gens de terrain. Alors, tout ça, l'ensemble de ces organisations-là vient vraiment pas mal définir l'ensemble de mes champs d'intérêt. Alors, c'est vraiment un plaisir. Pourquoi j'ai décidé d'intituler ma conférence « Un dialogue sur les interactions entre les humains et les animaux », je trouvais que c'était une belle façon d'ouvrir la série de webinaires. Moi qui suis profondément convaincue que l'absence de dialogue et la polarisation, quand les dialogues de sourds sont des problèmes qui nous empêchent généralement d'avancer comme société. Moi, je suis profondément convaincue que c'est le dialogue et les nuances qui nous font avancer. Je vais vraiment demander votre participation. Ça vous a déjà été mentionné, mais je le répète, c'est vraiment bienvenu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions.
Tout ça est vraiment bienvenu. Il va y en avoir à deux moments précis, mais n'hésitez pas alors à bien participer. Mon intention aujourd'hui n'est certainement pas de vous dire le fruit de mes réflexions où je viens définir ce qui est la vérité ou le bien et le mal. Bien au contraire, je m'en viens ouvrir des questionnements avec vous. Parce que quand on parle de questions de société, ce n'est pas une personne ou une organisation qui va venir définir la bonne façon de voir les enjeux de société. Il faut vraiment que ce soit un dialogue constructif et un dialogue ouvert. Un dialogue entre qui? Eh bien, je vais vous dire tout le monde, tous les citoyens. Le sujet de cette série de webinaires-là est la cohabitation des humains et des animaux plus dans les milieux urbains, mais je fais exprès de mentionner tout le monde parce que je suis convaincue que notre façon de concevoir nos milieux urbains, notre façon de voir nos interactions avec la nature qui est présente, certains milieux naturels qui sont présents en milieu urbain, les animaux qui sont en milieu urbain, viennent certainement aussi façonner nos façons de comprendre, de percevoir, de voir les autres enjeux relatifs à la cohabitation humain-animale, que ce soit dans les campagnes ou face à l'agriculture. Alors, je pense que ce dialogue-là doit vraiment inclure l'ensemble des citoyens. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des grands changements dans notre société au cours des dernières décennies. Avec l'urbanisation, une forte augmentation de la population mondiale, l'augmentation des connaissances scientifiques aussi sur la nature sensible de l'animal. C'est comme si, à un moment donné, on est venu à une étape où il a fallu que la science nous le confirme pour qu'on considère qu'ils ont une nature sensible. Des enjeux de biodiversité, de préservation des milieux naturels, des préoccupations de santé publique. Alors, vous voyez là qu'il y a de multiples facteurs qui viennent rendre ce dialogue-là vraiment important à ce moment-ci. Et on a eu plusieurs exemples au cours des dernières années, décennies, où on voit que ces questions-là ne font pas l'objet de consensus. Là, j'ai mis un petit chien qui serait un petit chien de laboratoire. Dans les dernières décennies, peut-être que les endroits où on a eu le plus de protestations ont été face à la recherche sur les animaux. Vous me direz, la recherche sur les animaux, ce n'est pas tout à fait des enjeux de cohabitation en ville. C'est vrai, pas tout à fait. On a eu quelques crises aussi qui concernent des animaux en ville. On a eu tout le dossier des chiens mordeurs, des agressions canines, qui a beaucoup occupé l'espace public. Certainement le premier des enjeux de société là, de cohabitation dans lequel je me suis plus impliquée. On a aussi plus récemment eu les chevreuils qui sont présents, les cerfs présents dans plusieurs villes qui viennent nous montrer que ça ne fait pas l'unanimité, mais qui viennent surtout nous démontrer que l'absence de dialogue est préalable vient amener une polarisation des conflits. Et puis, malheureusement, quand survient un conflit, après, les gens ont tendance à penser qu'il y a un gagnant et un perdant. Alors que c'est pour ça que je favorise toujours le dialogue en amont pour éviter cette conception-là et donc qu'on évite ces confrontations-là. Juste une petite photo, justement une photo de prise en zoothérapie lorsque j'en pratiquais en CHSLD. Pour dire que nos relations avec nos animaux de compagnie viennent probablement teinter beaucoup nos façons de voir les enjeux face aux animaux, face aux autres animaux. On peut se poser la question s'il y a un lien entre l'avènement de l'animal de compagnie et ces confrontations-là, ces façons différentes-là de voir la présence d'animaux et nos relations avec eux. Alors, parlons-en un peu de la cohabitation au 21e siècle.
je vais me limiter à la cohabitation là, ici là, ou dans les pays occidentaux. Là, on ne va pas faire le tour de la planète. Là. Alors, je vais me limiter à ici là, dans cette présentation-là. Pour pouvoir bien entamer le dialogue, on va y réfléchir. On va commencer par la place et le rôle de l'animal, puis tantôt, on parlera un peu de la place et du rôle de l'humain dans cette interaction-là. Alors, la place de l'animal. C'est un phénomène qui est quand même récent. Ça existait avant, les animaux de compagnie, évidemment, mais c'est un phénomène qui a pris une ampleur absolument incroyable là, depuis quelques décennies. En même temps que l'animal de compagnie, vient la conception de l'animal comme individu. Là, je veux juste mettre un petit bémol. Là. Il ne faut pas penser qu'on a tout inventé. Quand on faisait, par exemple, des labours avec un bœuf, il y avait quand même une interaction individuelle et chaque animal individuel avait quand même une valeur. De la même manière, par rapport aux chevaux, on peut penser aux conceptions et aux relations des Autochtones avec leurs chevaux. On peut penser aussi au fait que, par exemple, il y a quelque temps, j'entendais que certains de mes ancêtres ont fait la piste de l'Oregon avec des chevaux. Moi, je me dis que certainement que les gens qui faisaient des longues traversées comme celle-là sur leurs chevaux avaient une bonne collaboration avec leur cheval. Pour traverser des conditions difficiles comme ça, il faut prendre soin de son cheval, prendre soin de ses besoins, mais d'une certaine façon, il faut aussi prendre soin de sa relation avec parce qu'il faut vraiment que le cheval ait confiance en l'humain qui est avec. Alors, il ne faut pas penser qu'on a tout inventé, mais la relation individuelle et puis avec l'animal a quand même pris une ampleur là, qui était inexistante avant. Le côté aussi qui est devenu prédominant, c'est la relation affective avec l'animal, qui n'était pas présente de façon aussi importante avant. C'est un phénomène qui est beaucoup plus présent dans les cultures qui sont plus individualistes, puis évidemment dans des sociétés plus riches comme la nôtre. Moi, je vais vous poser des questions aujourd'hui. Une grande question qu'on peut se poser, on dirait qu'on a une espèce d'a priori qu'avoir une relation avec un animal de compagnie, c'est nécessairement plus éthique que d'autres types de relations, comme par exemple une relation de travail. Est-ce que c'est nécessairement plus mutuellement bénéfique? Est-ce que c'est nécessairement une relation plus éthique? Moi, je pose la question, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux dire, c'est que la présence de l'animal de compagnie est liée à une montée de l'individualisme chez les humains, peut-être aussi une perte de réseaux sociaux. Et puis, une espèce de conception que la vie humaine n'a pas de prix. Vous me direz, certaines vies humaines, à certains endroits, effectivement, certaines vies humaines. Et étant donné nos relations affectives avec certains animaux, ben, on étend un peu cette notion-là aux animaux aussi, que de l'importance de l'individu lui-même. Cet animal-là, il compte des besoins affectifs. Et c'est de cette façon-là qu'il accède au statut d'individu. Je dis, du moins en principe, parce que je pose la question, est-ce que le fait qu'un animal est un animal de compagnie fait que nécessairement ses besoins sont mieux comblés que ceux des autres animaux? Je pense que la majorité des gens qui sont sur le terrain vont vous dire que clairement que non. Alors, ce n'est pas nécessairement le cas pour l'ensemble des animaux. Alors, malgré le fait qu'ils sont vus comme étant des membres de la famille, ils n'ont pas nécessairement des conditions de vie qui sont aussi extraordinaires. Donc, est-il intrinsèquement plus éthique d'avoir des animaux pour combler des besoins affectifs que pour combler des besoins reliés au travail ou à la production d'aliments? La question se pose. Ah, je vous avais prévenu que les questions n'étaient pas faciles. Mais c'est à vous la parole. On n'est pas un très grand groupe. Alors, vous pouvez me faire un petit signe sur l'écran pour prendre la parole, ouvrir votre micro. Je vais bien voir que vous voulez parler. Et je vais veiller à ce qu'on ne se chevauche pas trop parce que malheureusement, Zoom est fort peu
amical pour ce qui est des chevauchements dans la parole. Et il ne faut pas hésiter. Comme je vous disais tantôt, je pense que ce sont des réflexions qui sont importantes et qui s'inscrivent justement parfaitement dans la, la pensée, je dirais, de cette série de webinaires qu'on organise tout le monde ensemble. Et ça me rend d'autant plus heureuse que ce soit Caroline qui en fasse l'ouverture. Alors, j'ai laissé passer assez de temps là, pour vous donner le temps. Oui, Nathalie. J'utilise vos prénoms, soyez pas offusqués, c'est par facilité. Oui, moi, les animaux de compagnie, je trouve ça toujours dommage quand les gens les gardent à l'intérieur et que l'animal n'a pas accès à l'extérieur. Donc, c'est une première constatation. Puis, moi, j'ai des animaux de compagnie. J'ai un chien, j'ai un perroquet. Et puis, mon chien, par exemple, ben, pour moi, c'est important qu'il fasse du sport, qu'il bouge beaucoup. Parce qu'un chien, ben, ça a besoin de courir, etc. Donc, c'est un petit peu un mode de vie, je dirais, dans le sens où moi, je marche beaucoup avec. Donc, matin, soir, ça fait partie du mode de vie. Et aussi, l'autre aspect que je veux amener, c'est, je dis souvent aux enfants, il faut une famille pour élever un chien, il faut une famille pour élever un perroquet. Dans le sens où c'est important que tout le monde socialise avec l'animal puis qu'il s'en occupe. Si moi, je ne m'en occupe pas, il y en a un autre qui s'en occupe. Et puis, on parlait de zoothérapie tout à l'heure. Moi, j'ai 2 TSA, 2 enfants autistes. Donc, c'est super intéressant la relation avec le chien, avec le perroquet, entre autres. Mon grand s'occupe du perroquet. Combler les besoins de l'animal, c'est pas évident de se mettre à la place d'un animal. Donc, je trouve qu'il y a plusieurs aspects, là, plusieurs avantages à avoir un animal de compagnie. Mais il faut s'assurer de bien combler les besoins de l'animal. Ça, pour moi, c'est super important. Alors, vous êtes en train de nous parler de relations mutuellement bénéfiques, hein? Oui. On ne peut pas oublier la nature de l'animal, puis sa nature qui définit ses besoins finalement. Puis, le fait que votre intervention le montre clairement, donc, ce n'est pas nécessairement, dans tous les cas, que ces besoins-là sont comblés. Puis ils sont tous différents. Les animaux de compagnie n'ont pas tous le même besoin. Vous parliez d'extérieur, ils n'ont pas tous le même besoin non plus d'accès à l'extérieur pour leur bien-être. Alors, c'est... oui. Hélène. Caroline, j'ai Joanne. Oui, bonjour. Ce serait-il juste possible que lorsque les jeunes prennent la parole de se présenter, je connais bien M. Bouchard et je connais bien Shirley Desbiens, mais j'aimerais bien faire la rencontre des autres gens, puis de voir de quel milieu ils proviennent pour leur intérêt d'aujourd'hui. Bien, à vous la première, peut-être? Ah, d'accord. Alors, mon nom, c'est Joanne Tassé. Je suis la fondatrice des Centres d'adoption d'animaux de compagnie du Québec, la CACQ. Madame Kensdock nous connaît des journées de promotion des animaux de compagnie à l'Aréna de Brassard. Alors, nous, notre intérêt, notre mission première, c'est de réduire le nombre d'animaux tués au Québec, parce qu'on fait une distinction entre l'euthanasie et la mise à mort. Et puis, nous, on travaille plutôt dans les couloirs. Alors, le sujet d'aujourd'hui m'intéressait. Bonjour Shirley. Bonjour M. Bouchard. Bonjour. Ben, bienvenue encore une fois tout le monde d'ailleurs. Caroline, moi, ta question, puisque je n'ai pas vu, donc je trouve qu'elle soulève l'enjeu du rapport de pouvoir entre les animaux et les humains. Les autres animaux que j'ai l'habitude de dire, parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on est des animaux. Et qu'il s'agisse d'animaux domestiques, d'animaux sauvages ou d'animaux d'animaux de compagnie, en fait, ou d'animaux avec lesquels on a une relation de service, on est dans tous les cas dans une relation de pouvoir. Il y a peut-être quand on tombe dans un lac en Amazonie dans une rivière, en fait, que la relation de pouvoir est un peu inversée avec le caïman. Mais sinon, de manière générale, c'est nous qui sommes en haut de l'échelle, quel que soit par ailleurs. Et à partir de là, on peut agir de différentes manières et on peut agir de manière éthique ou pas. Mais l'espace
la Terre actuellement est pas mal beaucoup occupée par les humains. Euh, et l'espace dont disposent les autres animaux, et en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à échapper à, à toute la place que prennent les humains. Ben, disons que je n'irai pas plus loin là-dessus, mais je dirais que quand tu poses la question de l'éthique, est-ce que c'est plus éthique d'avoir une relation affectueuse avec son chat ou une relation efficace avec son bœuf, ou dans le changement des pratiques culturelles, comme on le voit dans le Nord avec la sédentarisation, où le chien avait un rôle différent de celui qu'il a aujourd'hui. Ben, comment on gère notre rapport de pouvoir avec les autres animaux? Il me semble, en tout cas, une autre question sortie. J'espérais stimuler quelques... Je vois des regards. Il y a des mains, il y a des mains, oui. Oui. Je voulais... et je vais avoir ensuite Benoît. Vas-y, Audrey. Donner la parole, là. Donc, je peux y aller? Oui. Oui, donc moi, c'est Audrey Simon. Je suis vétérinaire épidémiologiste. Je travaille comme agente de recherche à l'Université de Montréal. Et dans le fond, Caroline, c'est vraiment une façon de présenter les choses qui est très originale parce que moi, dans ma pensée, en fait, j'ai toujours senti qu'il y avait un paradoxe dans la façon dont on traitait les animaux de compagnie et les animaux de production. Et finalement, de voir le problème, de se poser la question plus au niveau de la relation mutuellement bénéfique pour les humains et pour les animaux. Je m'aperçois que finalement, quand on regarde ça sous cet aspect-là, ben finalement, c'est des situations qui ne sont pas si paradoxales que ça, et c'est peut-être même, il y a peut-être plus de similarités dans le fond que ce qu'on pouvait voir à la base. Fait que je trouve que de repenser le problème avec ce nouveau cadre de pensée, ben, ça amène justement au dialogue, parce que justement, on se rend compte que ce n'est pas si différent que ça, peut-être la façon dont on traite les différentes catégories d'animaux en fonction de ben, comment elles finissent toujours par combler un besoin, que ce soit un besoin en termes de travail ou en termes affectifs. Fait que ça, je trouve ça très intéressant d'amener cet aspect-là. Tu as très bien compris ce que j'essayais de dire. Merci, effectivement, Audrey. je pense que c'est propice au dialogue. Oui. Merci beaucoup. J'avais Benoît. Oui. Regardez, Benoît Bouchard, c'est le regroupement des éleveurs de chiens champions. Donc, on fait partie de ce groupe de personnes qui fournissent des animaux de compagnie à la population. Donc, les gens, ils nous appellent, ils nous envoient des courriels et ils expriment le besoin. Qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme animal? Et dans bien des cas, on veut avoir un autre membre dans la famille. Ça, c'est une... Et ils en ont discuté entre eux, puis là, ça prendrait un chien. Peut-être un enfant, mais un chien augmenterait, ça serait un autre membre de la famille. Un autre, c'est pour combler des besoins. Alors, des besoins, un enfant en trisomie 21 où il y a des problèmes intellectuels, donc ça lui prendrait un animal pour s'occuper de lui. Un autre, ben là, c'est un des dernières personnes que j'ai eues. Alors, c'est un monsieur qui se trouve toutes les maladies du monde. Alors, il est venu chercher un chien et en l'espace de 3 semaines, il a visité 8 cliniques vétérinaires sur la rive sud de Montréal pour voir si son chien était malade ou s'il y avait des problèmes. Ça fait partie des choses. Il y a des gens qui ils veulent combler un besoin à eux et ils viennent se chercher un animal pour se désennuyer, pour toutes sortes de raisons comme ça. Et on se rend compte, et puis c'est curieux, je faisais la blague avec les gens de la sécurité publique parce que c'est trop vrai. Les gens viennent chercher le chien. On voit que la madame a fait de l'embonpoint et le monsieur aussi. Alors, on écrit dans notre contrat que si le chien est gras, il n'y aura plus de garantie. Et ne vous en faites pas, au bout d'1 an, le chien, il est balloune. Alors, les gens, là, ils considèrent le chien comme un membre de la famille. Il mange beaucoup, le chien mange beaucoup. Ils sont végétariens, le chien devient végétarien. Ils le prennent là, comme un être humain. Et un chien ne doit pas être considéré comme un être humain. On ne doit pas vraiment agir avec un chien comme un être humain.
parce qu'on finit par avoir des problèmes avec le chien. Alors, c'est un peu ce que j'avais à dire. Mme Kingdom me disait, oh, petite remarque, ce n'est pas des caniches royales, c'est des caniches standards. Des grands Ah, caniches. ben là, vous mettez Des ça grands caniches, sur mon dos à moi. J'aime que les gens comprennent. Alors, Oh, oui, avec d'accord. Royo, les gens comprennent mieux. OK, donc c'est les autres qui sont miniatures, c'est ça? Non, il y a le standard, le moyen, le miniature, mais elle a une très, très belle sculpture d'un petit chien là, qui est jolie. Là. Il y a une petite vache avec, hein? Il y a une petite vache. Ah, là, on la voit moins bien, la vache. OK. Ouais. Caroline, peut-être qu'on pourrait repartir pour un prochain tour, mais Hélène, est-ce que vous aviez levé la main? Oui. OK. Je pense que je n'ai pas bien vu. Non, Allez-y. c'était juste pour rebondir un peu sur ce qui se disait, mais moi aussi, je suis vétérinaire de formation, puis actuellement, je termine un PhD en épidémiologie. Mais c'est aussi pour rebondir sur le fait que parfois on voit beaucoup de personnes, je travaille plutôt avec les animaux de consommation, mais on a parfois des animaux de compagnie, alpagas ou même des cochons de compagnie. Les gens pensent savoir ce que l'animal a besoin, ils sont pleins de bonne volonté et eux pensent alimenter ou combler les besoins de l'animal, mais on se rend compte que parfois il y a on le sait peut-être pas même parfaitement nous-mêmes, mais il y a certaines espèces où on a une fausse impression de connaître les besoins de son animal. Ouais. Et donc, par exemple, de l'embonpoint ou d'autres problèmes apparaissent, mais pas volontairement parfois. Puis on dirait que plus augmente la variété d'animaux que les gens adoptent, plus c'est difficile. On a déjà de la difficulté à faire connaître aux gens les besoins de leurs animaux de compagnie habituels, là. Quand on arrive dans des espèces plus rares, c'est encore plus difficile. Exactement. Mm. OK. Je vais peut-être demander à Caroline de reprendre, puis je vous reviens. J'ai vu que Nathalie et Joanne, vous aviez levé la main, alors vous aurez l'occasion. Mais je demanderai à Caroline de reprendre, puis après. Oui. Ouais. Écoutez, moi, j'aime beaucoup vous écouter, puis j'ai l'impression qu'on pourrait passer l'après-midi. Malheureusement, on va être obligé de respecter notre horaire, mais je crois sincèrement qu'on pourrait passer des heures et même des jours. Donc, c'est ça, c'est la suite finalement de la question que je posais précédemment. Juste faire la remarque qu'il y a une forte influence culturelle sur le développement de relations avec humain-animal de type affectif, là, de type animal de compagnie. Donc, une variation géographique, puis une variation selon l'époque aussi. Donc, pour nous aussi, c'est assez récent. Je pose certaines questions. On ne s'arrête pas à chacune des questions que je pose parce que je lance des pistes de réflexion. Par exemple, est-ce que c'est le seul type de relation humain-animal qui reconnaît la nature sensible de l'animal? Peut-être pas. Alors, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Et juste remarquer aussi que d'autres cultures, par exemple les cultures autochtones, prônent le respect de la vie animale, de la nature animale, sans exclure la chasse et la consommation de viande comme de plus en plus de gens ont tendance à le faire ici. Là, tantôt, c'est parce que j'ai posé la question puis ça n'a pas été clair. Alors, on a un petit peu devancé notre période d'échange. Alors, je vais juste le dire de cette façon-là. On a échangé sur l'animal de compagnie tantôt. Je vais juste lancer une question là, pour la réflexion. Vous pourrez continuer à y penser par la suite ou peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir un jour. Mais c'est le fait que la présence de l'avènement du phénomène de l'animal de compagnie vient teinter notre façon de voir des enjeux relatifs aux animaux de manière générale. Donc, c'est sûr que ça vient teinter nos émotions, par exemple, et nos façons de réagir face aux chevreuils, aux animaux errants, à toutes sortes d'autres situations. Mais est-ce que c'est réaliste de transposer une réalité à l'autre? Alors,
il y a ça aussi qui doit compter dans notre dialogue, là, le fait que ce soit réaliste ou non. Fait que ça m'amène, vu qu'on a déjà échangé, ça m'amène au constat d'un certain conflit de valeurs quand on considère ces enjeux-là. Par exemple, dans l'enjeu des chevreuils, vous pouvez facilement remarquer qu'il y a des gens qui vont considérer les chevreuils comme une population. Donc, les biologistes et les médecins vétérinaires qui travaillent à la faune vont voir ces animaux-là comme étant une population d'animaux. Ils vont considérer l'enjeu populationnel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas préoccupés de bien-être animal, mais ils voient la population d'animaux au lieu d'en prendre un petit groupe et d'être très préoccupés par ce petit groupe-là. Alors, c'est une façon différente de concevoir, puis c'est souvent ces façons de voir-là différentes qui vont s'opposer et créer beaucoup de polarisation. Juste une petite réflexion sur le fait de voir les besoins d'individus ou de populations. Tantôt, je vous disais que dans les sociétés plus individualistes, on aime croire que chaque vie humaine n'a pas de valeur ou qu'elle est sacrée, qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle est à préserver à tout prix. En réalité, à l'échelle planétaire, on n'arrive pas. J'ai mis encore, j'ai mis un petit point d'exclamation parce que mon point d'exclamation veut dire est-ce qu'on y arrivera vraiment un jour? Alors, à l'échelle planétaire, on n'arrive pas à respecter le respect des droits fondamentaux pour tous les humains. Alors, au même moment, l'approche populationnelle crée de la polarisation puis des remises en question auprès de plusieurs personnes. Et puis, je vais nous ramener à nos animaux de compagnie. Même dans le cas des animaux de compagnie, comme je vous disais, on sait tous, là, puis les intervenants ceux que je connais, là, qui sont présents dans la salle et ceux qui ont déjà parlé, je sais qu'ils sont déjà au courant que c'est loin d'être tous les animaux de compagnie qui ont d'excellents soins et de bonne qualité de vie, une bonne qualité de vie. Est-ce que le fait qu'une partie d'entre eux ait vraiment d'excellents soins et d'excellentes conditions de vie vient justifier qu'on essaie de promouvoir la même chose pour les autres groupes d'animaux? C'est vraiment de grandes questions. Moi, j'espère surtout que vous allez sortir d'ici en vous posant beaucoup de questions. Il y a une autre notion qui vient teinter les débats, c'est qu'est-ce que c'est un risque acceptable, hein? Parce qu'il y a surtout des risques physiques et sanitaires à la présence d'animaux dans notre environnement et à nos interactions. Quels sont ces risques acceptables-là? Puis évidemment, ça dépend du contexte, hein? Ça dépend de la nécessité, des moyens nécessaires pour assurer la sécurité. Bon, il y a toutes sortes de considérations à mettre là-dedans. Ma deuxième partie au sujet de la cohabitation au 21e siècle, c'est la place et le rôle de l'humain. Madame Joanne, tantôt, a parlé de rapport de force et de l'humain qui est au-dessus. D'une certaine façon, on peut se voir comme étant au-dessus, mais il faut faire attention parce que quand on se met au-dessus, on se met aussi un peu à l'extérieur de l'écosystème et on a tendance à se donner un rôle qui est complètement différent de celui des animaux, alors que l'espèce humaine se rapproche beaucoup finalement des autres espèces dans ses objectifs. Toutes les espèces animales visent à assurer la survie de leur espèce. L'espèce humaine n'est pas différente des autres. L'enjeu qu'on a présentement, c'est le nombre, c'est la population mondiale qu'on a en humains. Qui est en forte expansion et c'est là que ça vient compromettre un certain équilibre à l'intérieur des écosystèmes. On peut se voir à l'extérieur des écosystèmes, mais on devrait vraiment s'inclure à l'intérieur. Des gens qui nous voient aussi, qui voient un idéal où on est à l'extérieur même
ben, pas complètement à l'extérieur de la chaîne alimentaire, parce qu'évidemment, il faut qu'on mange, là, que ce soit des plantes ou des animaux, mais qui voudraient changer la place que l'humain a toujours occupée dans la chaîne alimentaire. Se poser la question, est-ce que l'humain est vraiment un être rationnel ou l'humain est un animal comme les autres, donc pas purement rationnel, même s'il y a une capacité de rationalisation qui est quand même élevée. Est-ce qu'on a tendance à oublier que l'humanité est aussi une espèce animale, donc? Puis, est-ce qu'on est si exceptionnel ou si finalement, on est juste un peu comme toutes les autres espèces, puis on essaie d'assurer notre place sur Terre? Alors, je vais lancer maintenant la partie de ma présentation qui vise à discuter de comment on peut arriver à élaborer un dialogue qui est constructif. Pourquoi j'ai mis en premier lieu le vouloir? Parce qu'il y a beaucoup de discours qu'on entend qui ne sont pas des véritables volontés d'établir un dialogue. C'est-à-dire que si on arrive, on s'exprime et on dit « je détiens la vérité » ou « mon secteur d'activité » ou ma discipline de recherche détient la vérité et la voici », bien ça, ce n'est pas vouloir un dialogue constructif. Pour vouloir le dialogue, il faut reconnaître que la part des autres personnes, des autres disciplines, des autres organisations, etc. Donc, en premier lieu, il faut vraiment le vouloir. Ensuite, il faut reconnaître qu'on a une émotion de départ. Donc, devant toute situation, on a une émotion de départ et on doit, vous voyez, c'est juste ma petite illustration pour l'émotion de départ pour montrer qu'on n'est pas neutre devant des animaux et particulièrement ceux qui sont plus mignons ou qui se rapprochent de plus de nous. Et je veux vous dire que cette émotion de départ-là, elle est d'emblée, on ne la considérera pas nécessairement bonne ou mauvaise, mais on devrait en être conscient. Quand je fais des ateliers en éthique là, avec les étudiants en médecine vétérinaire, c'est ce que je leur dis. Commencez par être conscient de c'est quoi votre émotion. Votre émotion de départ, là, ça peut être de vouloir défendre l'animal dans une question. Ça peut être « oh non, il nous parle encore de ces enjeux-là par rapport aux animaux ». Ça peut être « je suis tannée d'en entendre parler », tout ça. Et ce n'est pas mauvais. Elle n'est pas mauvaise, votre émotion. Il faut juste l'admettre et après ça, on essaye de passer à d'autres choses. Et puis, je veux vous sensibiliser au fait que des fois, même les émotions qui semblent bonnes, ça se peut qu'elles aient des impacts qui ne soient pas si bons que ça. Alors, il va falloir dépasser le stade de l'émotion. Je vous ai mis ici l'extrait d'un article là, qui date d'une dizaine d'années. Je ne me souviens pas de la date, mais je me souvenais de l'incident par contre. J'ai enlevé le nom de la dame parce que j'imagine qu'elle a assez payé là, pour ce qui est arrivé. C'était une jeune femme qui s'était arrêtée sur le bord de l'autoroute 30 parce qu'il y avait une canne, une maman canard, avec sa portée qui s'apprêtait à traverser l'autoroute. Et elle a été prise d'empathie hein, pour les jeunes canards. Elle s'est arrêtée sur la route, toute pleine de bonne volonté. Malheureusement, le fait qu'elle ait été arrêtée sur la route a entraîné une collision et le décès de 2 personnes. Ça fait que c'est juste pour dire que même si on a une émotion de départ qui est bonne, il faut faire attention aux conséquences auxquelles ça peut nous mener. C'est un exemple un peu extrême, mais si vous regardez bien, il y a quand même beaucoup d'exemples comme ça. Puis aussi, notre émotion de départ, elle peut être bonne envers l'humain impliqué dans la situation, elle peut être bonne envers l'animal dans la situation. Donc, chaque émotion de départ peut ne pas être mauvaise, mais ne pas être un guide complet pour analyser une situation. Beaucoup de gens décrivent la présence d'émotions dans les débats sur les enjeux de société avec des animaux. Moi, je dis l'émotion, ça fait partie de l'humain. On ne peut pas l'ignorer. Alors, il faut l'intégrer à nos débats. Je ne dis pas qu'il faut simplement écouter l'émotion parce qu'on n'en finirait pas, puis parce que les émotions des uns s'opposeraient à celles des autres. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut certainement en tenir compte. Alors ça, c'est la deuxième partie d'échange que je voulais stimuler avec vous.
Avez-vous des idées comment on peut reconnaître et accepter la part d'émotion dans les questions en lien avec des animaux? Par exemple, la question de nos cerfs en ville. Il y en a eu aussi beaucoup d'émotions de tous bords, tous côtés dans le dossier des chiens dangereux. Comment est-ce qu'on peut créer une place pour cette émotion-là sans lui donner toute la place? Encore une fois, c'est une question qui fait réfléchir dans nos relations aux animaux. Alors, je vous invite à peut-être partager ce que vous avez pensé. Il y avait des personnes qui avaient levé la main tantôt. Je sais bien que ce n'est pas la même question, mais des fois, quand on est dans... Le cerveau continue d'avancer. Nathalie, allez-y. Bien, justement, ça recoupe un peu. Je pense que c'est par l'éducation. Je suis Nathalie Robidoux, je suis éleveur de chats à Anima Québec. Ensuite, je suis comportementaliste praticienne. Je suis encore en formation pour le comportement, surtout félin, mais comportement animal en éthologie. Donc, moi, je pense que c'est par l'éducation, parce que comme là, on parle des cerfs, parce que si on brosse le tableau des cerfs, parce qu'ils vont manquer de nourriture, il y a des raisons qui font que c'est la même chose avec les animaux de compagnie. Quand on voit des levées de fonds pour un animal qui s'est fait frapper, puis qui va nécessiter, il y a une question d'éthique aussi, j'imagine, parce que qu'est-ce qu'on va faire avec un animal qui s'est fait frapper et qui demande 5 000 à 6 000 de soins vétérinaires versus un enfant qui n'a pas mangé? C'est assez lourd de conséquences. Comme éleveur, moi, je pense que quand on parle d'animaux de compagnie, il faut vraiment parler avec les adoptants parce que pour que l'animal ait, que l'adoptant puisse répondre aux besoins de l'animal, je crois que par l'éducation, on peut venir à bout. C'est long, l'éducation, mais en enseignant en fait, les comportements de chaque animal, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Un chat a besoin de la 3 dimensions. Combien de personnes vont acheter un chat et vont dire, ben, j'ai mes armoires de cuisine, j'ai mon divan dans le salon. C'est pas suffisant. Donc, il y a vraiment une part, et puis quand c'est pas suffisant, c'est que ça fait des problèmes de comportement. Les problèmes de comportement se retrouvent en refuge. C'est une roue qui tourne. Donc, je crois bien et je suis sincèrement convaincue que je suis un peu à la base parce que je suis éleveur, donc en stimulant bien les animaux, en principe, en impliquant toute la vie de l'animal, il ne se retrouvera pas en refuge, mais ça va plus loin que ça. Ça va avec l'éducation au niveau de toute la population. Puis qu'il faut sortir sur la place publique, puis donner qu'il y ait des cours, comme je suis allée en Suisse, les refuges étaient vides. Pourquoi? Parce que les gens sont obligés de suivre un cours pour adopter un animal. C'est toutes des choses, là, je lance ça comme ça, mais c'est des pistes de réflexion qui ont besoin, qui seraient saines de regarder. Merci beaucoup. Donc, je comprends que à la question de Caroline, ce que vous nous proposez, c'est que l'éducation va nous aider à contrôler nos émotions. En tout cas, c'est le fait d'être plus éduqué sur les besoins des animaux, on va pouvoir mieux gérer ou être consciente de nos émotions à leur égard. Et on ne prend pas les mêmes décisions à ce moment-là. Si pour sauver 50 cerfs, on doit en euthanasie, si pour sauver une population de cerfs, il faut en déplacer ou en euthanasier, ou si c'est ça pour la survie de l'espèce, oui. OK. Donc, finalement, on pourrait donc changer le cadrage qu'on a sur certaines perspectives animales, pourrait nous aider avec nos émotions. J'ai vu Benoît lever la main, ou j'ai rêvé. OK. Alors, c'est probablement, vous êtes à côte sur l'écran, c'est Joanne, je crois, qui a levé la main. Juste un point que je dois, au sujet des cerfs. Je trouve qu'au Québec, trop souvent, lorsqu'on a une problématique, que ce soit des animaux de compagnie ou des animaux sauvages, il n'y a pas tellement d'options. C'est tout le temps, on les tue, on s'en débarrasse, on règle le problème. C'est qu'on ne présente jamais des options, que ce soit pour les cerfs ou tout autre animal. Moi, c'est ça qui m'agace beaucoup.
L'autre chose aussi, on va juste revenir sur les émotions, puis les gens, puis tous les démarches qu'ils vont faire. Comme là, présentement, nous, on représente des centres d'adoption à travers le Québec. Il y a une pénurie de chiens. Shirley, je ne sais pas pour les chats, mais je sais qu'il y a une pénurie de chiens. Là, il y a des gens qui se sont lancés, encore une fois, avec beaucoup d'émotions et ne pas penser aux conséquences, où ils importent des chiens du Liban, ils importent des chiens de la Thaïlande. Puis moi, mon inquiétude, j'ai rien contre les importations, mais soyez certains qu'on n'amène pas des maladies comme la situation qu'on avait eue avec l'ouragan Katrina, où il y avait un individu à Toronto très à l'aise qui a organisé des transports de la Nouvelle-Orléans à Toronto. Puis là, les vétérinaires se demandaient d'où provenait cette hausse des maladies de vers du cœur. Puis finalement, ils ont retracé le tout aux chiens de la Louisiane. Mais comme je vous dis, là, il y a des gens là aussi qui donnent des conseils comment importer des chiens, mais il y a tous des maladies spécifiques à ces endroits-là sur la planète. Alors, comme je vous dis... Donc, je comprends aussi que c'est dans le même sens que Nathalie, qu'il faut informer les personnes pour prévenir les élans du cœur. Bien, je pense aussi que le gouvernement a un rôle à jouer présentement parce que je pense qu'on va avoir des maladies des zoonoses, qu'on va se demander d'où ça vient parce qu'il n'y a aucune traçabilité de ces animaux-là. Mais ces gens-là vont tout faire pour importer ces chiens-là parce qu'il faut toutes les sauver. Lorsque j'ai débuté ma carrière dans le monde de rescue, au bout de 2 semaines, ça a été clair. On m'a dit, écoute, Joanne, on ne peut pas tous les sauver. On fait qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut, mais on ne peut pas tous les sauver parce qu'à ce moment-là, il y a 20 quelques années, là, il y avait une surpopulation féline. Je vais vous interrompre un petit peu, Joanne, parce que j'ai d'autres mains levées. Non, c'est correct. Je peux donner un petit peu. Hélène. Oh. Oui, en fait, moi, je veux poser une question à Caroline. Ou même à tout le groupe. Avec la COVID, il y a quand même eu des élevages entiers de visons qui ont été éliminés. Oui. Puis ça, j'ai l'impression que ça a quand même créé une réaction émotionnelle assez importante pour des animaux qui, dans le fond, quelques mois plus tard, de toute façon, auraient été abattus. Fait que j'aimerais ça, tu sais, avoir ton point de vue là-dessus, puis de contraster ça avec un cas qui était aussi pour contrôler une maladie infectieuse, à savoir la fièvre afteuse en Grande-Bretagne, en 2000, je crois. Et même chose. Mais est-ce qu'on a eu la même réaction émotionnelle à 20 ans d'intervalle pour des vaches puis des moutons par rapport à des visons? Donc, ça, c'était mon premier point. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Mon deuxième point, c'est ce dont on parle peut-être pas assez, puis encore une fois, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, c'est qu'on voit les animaux de compagnie comme un risque sanitaire pour les humains. Mais les humains sont aussi un risque sanitaire pour les animaux. On le voit encore une fois avec la COVID. Fait que j'aimerais ça avoir votre point de vue là-dessus. Je sais que moi, je suis posée répondre. Oui, Hélène, c'est comme tourner là, à l'envers. Mais comme de toute façon, ça va être un peu le temps pour Hélène de reprendre sa présentation, pour Caroline de reprendre sa présentation, elle pourra en profiter pour te répondre un peu. Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est spécial de me faire poser ces questions-là par Hélène Carabin. Mais écoutez, c'est totalement fascinant. Mais c'est un peu pour ça aussi, là, je parle de la première des deux situations, c'est-à-dire le contraste entre la réaction pour les visons en 2020
versus la réaction pour des bovins il y a une vingtaine d'années. Bon, il y a toutes sortes de... Ben, premièrement, il y a 20 ans entre les deux, hein, puis 20 ans au cours desquels on peut dire hein, que les enjeux face aux animaux sont devenus de plus en plus sensibles. Là, pendant c'est depuis une cinquantaine d'années, mais dans les 20 dernières années, ça s'est certainement intensifié plutôt. Et puis, en plus, bien, il y a l'espèce concernée. Je pense que j'ai eu l'impression que dans l'imaginaire collectif, le vison est probablement près du furet, qui est de plus en plus considéré comme un animal de compagnie. Et en plus de ça, il y a 20 ans, avoir des animaux destinés à la production d'aliments, c'était vu comme une nécessité. Donc, des élevages de bovins, c'était une nécessité. C'était vu comme étant une nécessité, tandis que des élevages de visons, présentement, ben, on s'entend que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire à la survie des humains. Fait que je viens déjà de nommer 3 facteurs qui peuvent avoir accru l'émotivité. Le fait que ce n'est pas essentiel pour les humains, le fait que de l'évolution des mentalités en 20 ans, qui a accru l'émotivité, puis bon, j'en ai perdu un de mes 3, l'espèce concernée. Ça fait que, mais ce que j'essaie de dire, moi, c'est pas qu'il faut donner toute la place à l'émotion, puis qu'il faut écouter les émotions de tout le monde et tout ça. Bien oui, là, il faut les écouter, mais je veux dire, on ne peut pas se limiter à ça. Mais il faut être conscient de ça. Puis peut-être que dans plusieurs dossiers, quand c'est possible, je comprends que dans une crise sanitaire comme la COVID, le temps d'éducation puis de sensibilisation du public, hein, il n'est pas là. Les gens n'ont pas le temps. Là. Il y a des interventions qui doivent être faites et puis on ne peut pas attendre des mois là, pour avoir sensibilisé le public et tout ça. Par contre, dans d'autres enjeux, je pense que des fois, on aurait intérêt à prendre un moment supplémentaire avant de prendre des décisions en sachant, en prévoyant que cette émotivité-là va être là. Et puis, peut-être que je suis un peu idéaliste, mais peut-être qu'en faisant un petit bout de dialogue préalable, des meilleures communications, de l'éducation, on avait Mme Robidoux tantôt qui nous parlait d'éducation, c'est valable partout, dans l'ensemble des enjeux. Puis peut-être que des fois, juste retarder une décision de quelques mois et avoir fait plus d'efforts de ce côté-là, peut-être que ça pourrait aider. Bien que ça fasse partie du preparedness, comme disent les anglophones. Ah, c'est un beau terme. De la réponse aux urgences. De se préparer à des choses comme ça à l'avance. Moi, je suis en santé publique, fait que je pense juste à ça. Mais, Hélène Carabin, docteur Carabin, elle a les termes utilisés dans la communauté scientifique. Moi, j'ai mes termes plus généraux de vulgarisatrice. Mais dans tous les cas, toute l'éducation du monde ne va pas enlever nos émotions. En fait, nous, je pense aux universitaires entre nous, on sait très bien que ce n'est pas parce que les gens ont un doctorat qu'ils n'ont pas d'émotions. C'est ça. Et qui sont pas... Mais peut-être que ça peut diminuer la tendance à l'amplification des émotions. Parce que quand on arrive dans un conflit et que les gens se braquent, oh là, les émotions vont juste s'amplifier et là, le dialogue devient de moins en moins possible. Je pense, Caroline, que tu avais une autre partie à nous montrer ou c'est moi qui... Oui, il me reste une partie à vous montrer, mais je pense qu'il me restait un élément de la question d'Hélène et puis là, je n'ai pas pris de note sur la deuxième partie. Puis je m'en souviens. Les infections de l'humain aux animaux. Oui, c'est ça, des infections de l'humain aux animaux. Puis ça, c'est fascinant, mais puis il faut y penser, c'est ça. C'est là aussi que tantôt, je vais nous inviter à penser globalement. Mais effectivement, ça peut aller dans tous les sens et puis il faut être sensibilisé
au risque dans tous les sens. Alors voilà, la part de l'émotion. Ça fait que je reviens à ce que je disais tantôt, donc comment établir un dialogue constructif. On a commencé par le vouloir, par reconnaître l'émotion de départ. Et en troisième lieu, on devrait être tendre, hein? C'est un bel objectif, mais on est dans une période de turbulence là, dans ces enjeux-là. Mais je pense qu'au cours des prochaines décennies, c'est possible de tendre à établir des principes qui sont consensuels. Les principes, là, c'est idéalement. Qu'est-ce qu'on devrait faire idéalement dans différentes situations? Et je pense que dans la plupart des enjeux, on va tous être d'accord sur les principes. C'est après que ça devient plus complexe. Alors là, je vous invite là, pour quelques minutes à vous arrêter juste au principe. Pas vous dire « Ouais, mais si je fais ça, il arrive ci. Ouais, mais si je fais ça, il arrive ci. » Ça va venir plus tard dans notre discussion. Pour l'instant, on va parler juste des principes. En principe, si on parle des pôles urbaines, il y a des beaux principes qu'on devrait tendre à vouloir appliquer. Par exemple, toutes les poules devraient pouvoir aller avoir une certaine liberté et pouvoir aller à l'extérieur, hein, être des poules heureuses, comme on dit. Les poules urbaines ne devraient pas mettre en danger la santé des humains. Ne devraient pas non plus mettre en danger d'autres populations aviaires en étant une possible source de contamination. Donc, leur présence ne devrait pas créer de risques sanitaires à d'autres espèces. Aussi, par rapport aux poules urbaines, la motivation des citadins envers une certaine autonomie alimentaire devrait être encouragée. Ça, là, c'est tous des principes dans un monde idéal auquel on peut difficilement s'opposer. Pour nos cerfs, dans des parcs urbains ou des zones périurbaines, on peut se dire qu'aucune espèce ne devrait trop détruire hein, les milieux naturels. Dans le dossier des cerfs, on peut appliquer ça à 2 espèces. On peut appliquer ça à l'humain, mais on peut appliquer ça aux cerfs eux-mêmes aussi qui vont pouvoir détruire certains milieux naturels s'ils sont en trop grand nombre dans un espace restreint. Il y a le respect de la biodiversité, donc, la préservation des milieux naturels, et puis le respect de la vie, puis je dirais aussi, qui peut entrer en ligne de compte, le respect du besoin humain d'être en contact, un certain contact avec les animaux de la faune qui leur font prendre conscience de l'existence des milieux naturels puis qui les sensibilisent à l'importance de ces milieux-là. Avec nos chats, l'importance de ne pas nuire trop à la biodiversité. On sait que les chats sont des félins, sont des chasseurs. Un principe serait de favoriser le bien-être animal, de favoriser l'accès à des soins médicaux de base. On pourrait avoir comme principe aussi de ne pas faire d'euthanasie d'animaux. Tous des principes. Alors, on arrive à la 4e partie, qui est la partie où là, ça se complexifie. Quand on va vouloir prendre ces beaux principes-là, qui sont tous beaux, et vouloir les adapter à la réalité du terrain et tenir compte aux conséquences de nos actions. On avait Mme Tassé tantôt qui nous parlait de gens qui, avec des bonnes intentions, importent des animaux. Bien, l'étape déterminante dans ce genre de dossier-là, c'est l'étape de tenir compte des conséquences des actions. Ça se peut qu'on fasse une action avec beaucoup, beaucoup de bonne volonté, avec des très bonnes intentions, mais que les conséquences soient néfastes. Alors, il y a la réalité du terrain et les conséquences dont on doit tenir compte éventuellement. Alors, si on revient à nos poules urbaines, toute la complexité de l'affaire, et je ne la réglerai pas dans les 2 prochaines minutes, c'est de concilier le plaisir des humains de côtoyer leurs poules urbaines, de voir leurs poules en liberté, de voir leurs poules, d'assurer un bien-être à leurs poules, le bien-être de ces poules-là avec des éventuels risques zoosanitaires.
avec nos cerfs, comment côtoyer le plaisir de les voir, de pouvoir les côtoyer, comment avec leur liberté puis la protection des écosystèmes. Avec nos chats, qui sont après tout une espèce domestique hein, qui s'est retrouvée en nature, donc qui ne faisait pas partie des écosystèmes naturels au départ. Comment concilier leur bien-être et minimiser leur impact sur la biodiversité. Alors, vous voyez que c'est un complexe plutôt et délicat acte d'équilibre qu'on a à faire dans chacun de ces enjeux-là. Je vous dirais que ce qui est le plus important, c'est qu'on le voit que c'est un acte d'équilibre, qu'on en soit conscient au lieu de voir les choses en noir et blanc et de voir les choses en gens qui sont pour une certaine solution et gens qui sont pour une autre solution, bien, de voir la complexité de l'affaire. Est-ce que peut-être que je suis un peu rêveuse, peut-être que je suis un petit peu idéaliste, mais moi, je crois que plus les citoyens sont éduqués, plus on leur fait connaître les tenants et aboutissants d'une question, plus ils comprennent la complexité d'une situation, bien moins ils vont être polarisés. Je pense aussi que plus une discussion a lieu en amont, plus on va tendre à une solution qui vise l'équilibre et non une solution et non des solutions où, par exemple, on va voir la science et les émotions s'opposer. Parlons-en de la place de la science. La science, là, elle nous donne des réponses le plus objectives possible à des questions qu'on a bien circonscrites. Elle ne peut pas répondre à l'ensemble des questions de société qu'on se pose. Malheureusement, là, on ne peut pas aller jusque-là. Alors, la science est un apport très, très, très important au débat public. Elle ne peut pas, à mon sens, elle est primordiale. C'est essentiel qu'on accueille l'apport de la science dans les débats publics. Je pense aussi qu'on doit accueillir tous les types de contributions. Par exemple, on sait que la science, en tout cas, je pense que la science ne pourra pas répondre à de grandes questions comme celles que je vais poser maintenant. Quels sont les effets pour l'humain que le fait qu'une majorité de l'humanité, une grande part de l'humanité ou une grande part des citoyens, disons, ici, à tout le moins, ne grandissent plus à proximité d'animaux sauvages, ne grandissent même plus à proximité d'animaux de ferme. Du fait qu'on a un sentiment de déconnexion de plus en plus grand face à la nature, du fait qu'on se sent éloigné et détaché de la production de nos propres aliments. Il y a, quand on pense là, que l'humain est une espèce animale, est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental que l'alimentation pour une espèce animale, hein, pour assurer sa survie? Et là, on a une population qui se sent de plus en plus détachée de ça. Quel est l'impact de ça pour l'humanité? Quel est l'impact de se sentir extérieur aux écosystèmes? Alors, je pense que les connaissances scientifiques vont venir alimenter toutes nos réflexions par rapport à nos interactions aux animaux, mais je demeure convaincue qu'elle ne peut pas répondre à l'ensemble de toutes ces questions-là, qui sont pourtant des questions essentielles auxquelles il faut continuer à réfléchir. Alors, moi, mon invitation, c'est de tendre à une éthique globale. Quand je dis une éthique globale, je veux dire pas une éthique qui vise à défendre les intérêts ou les droits, les intérêts, l'advocacy d'un certain groupe, mais vraiment globale. Donc, en tenant compte des différentes perspectives, puis de tous les êtres concernés. J'ai fait bien attention d'utiliser « êtres concernés » pour inclure à la fois les animaux et les humains, et de l'avenir aussi, parce qu'il faut que cette pensée-là soit une pensée un peu plus à long terme. En 2016, quand j'ai commencé à m'exprimer sur le dossier des chiens dangereux, je disais
dans une perspective de régler le problème des agressions canines, le bien-être des animaux et la protection de la sécurité des humains ne s'opposent pas si on réfléchit à des situations à moyen ou à long terme. C'est seulement quand on regardait la question de façon à très court terme que ça semblait s'opposer. On a beaucoup de professions, de disciplines, de gens qui sont déjà impliqués dans ces questions-là. On a des vétérinaires, des agronomes, des biologistes, des producteurs agricoles, des gens qui travaillent dans des refuges, des économistes, des éleveurs. On a des animaliers. On a plein de gens qui sont déjà impliqués sur le terrain dans tout l'ensemble de ces questions-là. On a des disciplines aussi de sciences sociales qui s'intéressent de plus en plus aux questions de cohabitation des humains et des animaux. On a la psychologie, la sociologie, la philosophie, la démographie, la climatologie, l'urbanisme. C'est tous des apports complémentaires. Ce sont tous des apports complémentaires qu'il faut encourager. Il y a aussi la contribution de toutes les personnes, que ce soit des personnes qui souffrent de solitude et qui apprécient beaucoup la compagnie des animaux, que ce soit, ou même des personnes qui ne souffrent pas de solitude, mais qui apprécient beaucoup la compagnie des animaux aussi. Tous ceux qui sentent le besoin de s'évader dans la nature, des gens qui nous nourrissent, qui sont en contact quotidien avec des animaux pour nous nourrir, entre autres. Tous ces secteurs d'activité-là respectifs ont des apports qui sont complémentaires, qui sont très, très, très importants. Puis, vous qui êtes dans l'ensemble de ces secteurs-là, je vous encourage à continuer à contribuer de la manière dont vous le faites. Je veux inviter aussi tout le monde à s'ouvrir au dialogue et au fait que toutes les différentes perspectives, d'autres perspectives culturelles aussi, sont aussi importantes et peuvent avoir un rôle important ou une contribution importante à apporter au débat. Alors, en fait, c'est là que j'essaie de nous amener, dans le fond, en tenant compte de tout ça. C'est une espèce d'éthique globale. Alors, je ne suis pas rêveuse au point de penser qu'à la fin de cette conférence, de ce webinaire, on va avoir atteint ça. Mais je pense que tous les petits pas où on tend vers le dialogue et vers l'apport de tous les gens impliqués dans le milieu sont des pas vers l'avant. C'était la fin, c'était ma conclusion. Et puis maintenant, ben, je crois que ça nous laisse encore du temps. C'est excellent. Je suis vraiment heureuse du temps qui nous reste. Il nous reste une quinzaine de minutes où je vous invite tous à me dire, à nous dire comment vous pensez qu'on peut continuer à favoriser le dialogue sur l'ensemble de ces questions-là. En effet, merci. D'abord, merci beaucoup, 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 Caroline. C'est extrêmement intéressant. Et évidemment, ça pose des questions pour lesquelles on n'aura probablement pas de réponse aujourd'hui, mais qu'il ne faudrait pas oublier. Ce qui est un des éléments importants, c'est que les questions demeurent et doivent demeurer. J'aimerais inviter toutes et toutes à intervenir et aussi, si vous le souhaitez, si vous préférez le faire de cette manière, aucun souci à poser vos questions dans la conversation. Je la lirai à haute voix à ce moment-là sans problème. Pour tout de suite, il y a Benoît qui a demandé la parole. Oui, la question serait pour Caroline. Lorsque l'on parle de cohabitation avec les animaux et les poules urbaines, il y a beaucoup de questions qui me proviennent du public puis des éleveurs. Alors, moi, on fournit des animaux au public. Alors, ce public-là, lui, va recevoir un chien, mais il peut avoir des poules dans sa cour, ou son voisin peut avoir des poules. Et là, il y a toute une question là, de cohabitation, chien, poule, maladie, zoonose, etc. Et ça, j'aimerais bien, si j'ai un petit document, vous fournissez un tout petit document. Il y a à tout près de 275 éleveurs au Québec et je le transmets demain matin. Parce que c'est une question qui est assez importante. Et si les poules commencent à transmettre des maladies,
aux chiens et à la maisonnée, là, il va y avoir de l'opinion publique, toute une opinion contre les poules pour absolument rien, parce que l'information, ça commence les poules urbaines. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Mais si cette information-là va directement aux éleveurs et que les éleveurs, eux, le disent à leurs clients, bien, écoutez, je suis votre voisin des poules, bien, faites attention à ou à, mais je ne sais pas à quoi faire attention. Je ne connais rien là-dedans, les éleveurs. Alors, est-ce qu'il y aura un document qu'on pourrait avoir, mais pas trop long, juste pour informer qu'est-ce qui peut arriver? Je ne suis pas au courant s'il existe un document spécifiquement pour les risques de transmission aux chiens. À ma connaissance, ce n'est pas un enjeu majeur, là. Les préoccupations sont beaucoup plus côté poules humains et poules et aviaires, autres populations aviaires en général. À ma connaissance, les risques sanitaires sont plus de ce côté-là. Je pourrais regarder si jamais le MAPAC a émis quelque chose à cet effet-là. Avant de peut-être, Caroline, de donner la parole à Nathalie, là-dessus, le 7 avril prochain, le webinaire de la série porte sur les poules. Il est fait, en fait, il est sous le leadership, celui-là. On s'est joint à la stratégie québécoise pour la santé et le bien-être des animaux. Pourquoi on a tous des noms aussi longs, nos organismes? Et donc, si ça vous intéresse, on vous invite à vous joindre à nous pour cette seconde partie. Et je pense qu'à la table, là, Caroline, tu me corrigeras, mais il devrait y avoir aussi des personnes qui pourront répondre, en tout cas avec plus qui seront peut-être plus à jour sur ces recherches-là spécifiques pour répondre à votre question. C'est excellent. Je n'avais pas pensé à proposer le prochain webinaire, effectivement, dans la série. Et puis, non, moi, comme je l'ai dit, d'un point de vue scientifique, moi, je ne répondrai pas à la question, même si je vous ai dit quels sont les enjeux majeurs dont j'ai entendu parler. Mais finalement, c'est toujours mais ce qui m'est venu en tête aussi, monsieur Benoît, je cherche votre nom de famille, Bouchard. Monsieur Bouchard, c'est le rôle des éleveurs dans la diffusion d'informations. Vous avez raison de dire que l'information que les éleveurs donnent a beaucoup d'importance parce que les éleveurs sont les premiers à rencontrer les futurs propriétaires d'animaux de compagnie. Et l'information est toujours primordiale. Puis si on peut la donner d'avance, c'est mieux qu'essayer de corriger après. Hein? C'est ça, exactement. Exactement. Fait que, en tout cas, mais c'est certain qu'il y a des informations sur le site du MAPAC. Je sais qu'il y a une section là, sur les poules urbaines, alors vous allez certainement pouvoir trouver certaines informations. Et en plus du prochain webinaire. Ouais. D'accord. Merci, Nathalie. Puis ensuite, Francis. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Sur le site du MAPAC, il y a beaucoup d'informations sur les poules en ville, les petits élevages en général. Dans le fond, moi, je suis agronome et je travaille aux éleveurs de volailles du Québec. Je représente les éleveurs de poulets et de dindons. Je suis en charge du bien-être animal. Donc, au niveau, c'est ça, des pondeuses. Puis au niveau des maladies, c'est ça, c'est au niveau des salmonelloses, campylobactérioses, tout ça. Mais vous avez déjà de l'information au niveau du MAPAC. Donc, c'est bien. Merci. Merci beaucoup, Francis. Oui, bon, donc moi, c'est Francis. Je suis technicien en santé animale certifié. Je suis très impliqué dans le domaine des petits animaux et dans mon domaine professionnel. Et particulièrement sensible et impliqué dans le domaine du comportement animal, principalement du menu. Donc, ceci étant dit, à la question comment on devrait favoriser le dialogue sur tous ces aspects-là de l'éthique, de la cohabitation avec les animaux, moi, ce que je trouve qui pourrait être construit, c'est des genres de formations à la manière de cours prénataux, des formations obligatoires ou des cours pour la population, pour les futurs propriétaires d'animaux, futurs responsables d'animaux. J'aimerais tellement voir ce genre de projet-là se développer parce qu'on l'a
mentionné, ça passe beaucoup par l'éducation. Il y a beaucoup de choses que les gens devraient savoir et ne savent pas au sujet des animaux. Puis ça joue beaucoup sur le bien-être parce que, étant des humains, nous-mêmes, un animal avec une façon de voir les choses culturelle et aussi liée à notre biologie, on pourrait se tromper en interprétant certains comportements ou pensant combler le besoin de nos animaux, mais en réalité, on nuit ou on leur apporte même du mal-être. Je trouve qu'il y aurait beaucoup d'amélioration de bien-être et de prévention de mal-être qui passerait par ce genre de programme d'éducation-là obligatoire. Qu'en pensez-vous, Dr. Kilsdonk? Moi, j'ai toujours une réserve à me prononcer sur le côté obligatoire, le côté obligatoire de la chose. J'ai toujours une petite réserve sur ce côté-là. Alors, je me suis pas attardée. Je n'ai pas une position sur le fait de le rendre obligatoire ou non. Mais l'éducation, écoutez, c'est tellement fondamental. Mais je pense qu'il y a encore de la place. Là. Je sais que Francis fait sa part en éducation du public dans son domaine, mais on dirait qu'il y a encore de la place là, pour ça. Puis il y a beaucoup de demandes. Et puis, tu sais, quand on parle de bien-être animal, là, c'est assez fondamental. Comprendre les besoins, le comportement normal de son animal, puis ses besoins comportementaux, là, c'est vraiment de la base. Et puis, on a encore de la difficulté avec ça, là. Alors, on a encore de la difficulté à rendre cette information-là auprès du public. Mais l'humain étant ce qu'il est, ben là, on a des gens qui veulent avoir des animaux de compagnie de plus en plus diversifiés, d'autres espèces, alors qu'on peine, on ne réussit même pas encore à faire comprendre les besoins des chats et des chiens. Alors, les choses ne se simplifient pas à mesure que le temps passe. Travaillons sur l'accessibilité en premier, puis... Oui, l'accessibilité de l'offre, je pense que c'est ça, ça serait de l'offre d'informations, de cours. Pour moi, c'est la première étape, en tout cas. Merci. Merci. J'ai Sarah, puis ensuite Nathalie. Et si j'ai pas l'air de vous avoir vu, faites signe plus fort. Sarah, allez-y. Oui, bonjour, c'est Sarah Toutignan, au service de police de la ville de Blainville. On parle d'accessibilité puis d'éducation, mais c'est toujours aussi dans la question de qui régit le tout par rapport à l'éducation, qui est vraiment certifié. Nous, on est dans le dossier des chiens dangereux, puis on veut dans les conditions dans les conditions, il faut cocher que la personne elle doit aller faire des thérapies comportementales ou des choses pour les chiens, mais on n'a pas d'éleveur qu'on peut dire certifié pour envoyer la personne. N'importe qui peut se dire comme éleveur certifié, pas éleveur, pardon, comportementaliste ou quelque chose. Fait que, le fait de régir, oui, mais qui s'occuperait des dossiers de régir tout ça? Grand enjeu qui n'est pas résolu à l'heure actuelle. Et puis, la médecine vétérinaire comportementale est une spécialité, mais on a seulement quelques spécialistes et puis ça s'adresse donc à une clientèle limitée. Pas tout, donc qui va pas combler tous les besoins, loin de là. Et c'est une grande question parce qu'effectivement, il n'y a aucune certification. Il n'y a même pas de programme de formation officiellement reconnu, quoique il y a des projets en cours. Mais ça ne serait pas pour la thérapie. Ça serait plus... Non, parce que on veut aider, mais on ne veut pas envoyer les gens vers n'importe qui non plus, alors que c'est une condition émise par la Cour. Puis de l'autre bord, on est limité à dire, allez, aide-toi à aider votre animal, mais dans le fond, on les envoie vers à peu près n'importe qui en bout de ligne. Fait que, on est tout le temps frileux à donner cette condition-là. Puis les personnes dépensent de l'argent pour quelqu'un qui ne savent même pas si en bout de ligne c'est efficace. Oui. Je comprends l'enjeu. Merci. C'est effectivement une excellente question sur le terrain.
Bon, voilà, on n'a pas toujours ce genre de réponse-là. Je soulignais quand même qu'on a des gens dans l'assistance qui sont spécialistes en sciences sociales, de la relation humain-animaux. Si jamais ils leur prenaient l'envie de nous parler, ce serait heureux. Mais en attendant, on va entendre Nathalie. Oui, bien, justement, ce n'était pas pour ça, mais il y a un organisme au Québec qui s'appelle l'Association professionnelle des comportementalistes praticiens, qui travaille très fort, qui a travaillé avec le Collège européen des vétérinaires comportementalistes, qui a soumis tout le vocabulaire employé aux vétérinaires d'ici pour que les tâches ne se chevauchent pas ou qu'on ne prenne pas de place, qui a été accepté. Qui travaille avec aussi des éthologues extérieurs qui vont évaluer les dossiers. Donc, il y a quand même au niveau de la PCP, c'est un vouloir de regrouper tous les comportementalistes, mais qui répondent à des exigences minimales. Donc, les exigences minimales ont été justement soumises au collège, aux vétérinaires ici et au collège européen. C'est accepté. Donc, c'est tout en train de débouler. Là, je suis sur le conseil d'administration. Je suis revenue faire un peu de temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'implique, mais on a été consulté, on a été demandé par le MAPAC pour justement le dossier des chiens dangereux. On est allé à Québec. C'est une vision globale de l'animal qui est le centre d'intérêt de cet organisme-là. Mais moi, je levais la main, c'était surtout on parlait tout à l'heure de l'humain et de sa place dans l'écosystème. Malheureusement, avec les animaux, l'humain étant ce qu'il est, il y a toujours la part monétaire. Il y a toujours, on parlait des chiens tout à l'heure qui arrivent de pays étrangers, mais sont vendus ici à 5 000 à 6 000 $. Ça, c'est un apport monétaire. On profite de la crise. Il y a aussi du côté du chat, c'est personnel, mais pour avoir étudié en éthologie et tout, puis consulter des éthologues, quand on parle de races exotiques, qu'on va faire venir deux races qui sont incompatibles, qui n'ont pas le même nombre de chromosomes, qui n'ont pas le même nombre de jours de gestation, qu'on fasse des chats qui sont très gros, quand on voit pourquoi ça n'a pas été fait, mais que ça n'a pas été fait dans la domestication, pourquoi c'est tel type de chat qui a été sélectionné et pas tel autre, parce que justement, il était plus gros, il était plus fort. Tout ça, on a un problème avec le MAPAC qui autorise ces choses-là. Donc, je pense qu'il y aurait un pouvoir public à prendre pour demander ou pour renseigner, on parlait d'éducation, renseigner le MAPAC. Pourquoi on accepte de faire venir des animaux exotiques, les sortir de leur milieu, les amener ici? Après ça, ça fait des problèmes. Ils ne sont pas capables d'être traités en clinique vétérinaire parce qu'ils sont dangereux. Nathalie, je vais vous demander de résumer. D'accord. Vous êtes dans la passion de cet enjeu, mais je pense qu'on a compris. C'est ça. Résumer, c'est très vite. Il y a tout le côté de l'homme qui est dominant, qu'il faudrait... Les femmes aussi, ça leur arrive. Oui, mais je veux dire l'homme humain dominant pour l'argent et malheureusement la part d'exotisme et de prouver, je ne sais pas, mais il faut mettre cet ingrédient-là pour essayer de renseigner, pour éviter cet écueil-là. Merci beaucoup. La petite nuance que la réglementation est toujours en retard sur l'évolution de la société. C'est une chose un peu normale, mais c'est normal de travailler sur des changements réglementaires parce que les changements sociaux, en général, précèdent les changements législatifs. Catherine, merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Oui, mais bonjour Caroline, c'est ça, moi je suis psychologue sociale à l'UQAM. Je fais de la recherche quand même assez fondamentale en psychologie sociale, mais je m'intéresse beaucoup aux relations humains-animaux. Oui. Puis j'étais fascinée par tout quand vous souleviez l'idée aussi qu'on est des animaux, mais on a tendance à l'oublier, hein? Puis j'étais vraiment curieuse de voir qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être des causes ou des solutions un petit peu à ça. C'est sûr qu'on peut revenir vraiment loin au niveau historique, au niveau de la philosophie, où là, l'humain a été comme détaché de l'animal depuis, on pense comme ça depuis quasiment des centaines d'années. Puis là, c'est comme si on veut revenir à cette reconnaissance-là finalement. Puis on a regardé, on a développé une échelle pour mesurer à quel point les gens s'identifient
aux autres animaux, mais aussi à quel point ils s'identifient eux-mêmes, puis ils sont fiers d'être un animal, puis en tout cas, on voit toutes sortes de conséquences, de façon générale quand même, des conséquences positives pour les relations avec les autres animaux, mais j'étais curieuse de savoir, vous, de votre point de vue, du point de vue vétérinaire, mais peut-être aussi en éthique, tout ça, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être des prédicteurs ou des solutions, entre guillemets, qui pourraient amener les gens à plus s'identifier, puis à plus reconnaître cette appartenance-là, finalement? Bien, je pense qu'à mesure, il y a toutes sortes oui, il y a des il y a des courants philosophiques qui ont beaucoup influencé le fait qu'on se voit comme faisant partie du règne animal ou non. Il y a aussi des questions religieuses. Puis, il y a toute la question aussi du darwinisme social, là, où c'est ça, donc, de se voir un peu comme étant le fruit de l'évolution, nous mettait un peu en haut d'une échelle d'évolution. Puis plus on a de connaissances sur le règne animal, plus on se rend compte à quel point c'est faux. Moi, je me suis vraiment beaucoup intéressée à ça, là, les chercheurs en neurosciences, beaucoup en neurosciences, par exemple. Puis qu'est-ce qui distingue vraiment l'humain des autres espèces? Puis les chercheurs les plus sérieux, ils n'en ont pas de réponse. Qu'est-ce qui distingue vraiment l'humain des autres espèces? Un certain temps, il y a longtemps, on disait que c'était le langage, mais là, il fallait vraiment qu'on ignore beaucoup de choses sur les autres espèces pour avoir pensé ça. Le fait qu'on a des cultures, bien, il y a des groupes, et ça aussi, ça existe tout à fait chez plein d'espèces animales, on le sait maintenant. Qu'est-ce qui peut, je pense que ce qui peut aider. Moi là, ça me donne une petite occasion. Là. Moi, c'est tout un parcours que j'ai fait à ce sujet-là. J'ai grandi sur une ferme. Puis j'ai étudié en médecine vétérinaire. Et je vais vous dire que le moment de déclic, là, c'est quand je suis devenue mère. Je me suis rendu compte là, que combien ça m'a pris aux tripes et puis je me suis dit, oh mon Dieu, je suis un mammifère et je suis un animal. Vraiment, là, quand j'ai en découvrant la maternité, puis je me suis demandé, mais moi je m'intéressais beaucoup au courant d'idées aux sciences humaines là, avant d'étudier, pas longtemps, là, parce que je suis rentrée en médecine vétérinaire à 18 ans, mais puis, j'avais vraiment une vision là, de l'humain au-dessus de tout ça. Puis là, à un moment donné, ben, on met tout ça ensemble et puis on se dit non, j'en fais définitivement partie de ce règne animal-là. Mais je pense que c'est à mesure, ça aussi, je pense qu'il y a de l'éducation. Je pense qu'il y a le fait qu'on a pu le mépris du monde animal qu'on a déjà eu, qui est loin d'être que ce mépris-là a été juste une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. C'est pas, on ne vient pas de découvrir maintenant le respect envers le règne animal. Au contraire, mais il y a eu une parenthèse où on se voyait au-dessus, puis qu'on méprisait la biologie aussi. Donc, même les fonctions biologiques de l'humain, c'était nécessairement avilissant. Alors que, pourquoi? On peut se poser vraiment pourquoi. Bien, je pense que, mais on a tout à gagner à les faire, ces parallèles-là. Il y a eu une conférence à l'Université de Montréal, justement, il y a quelques mois, avec une chercheure qui s'appelle Dr. Horowitz, et puis on a tout à gagner à la fois du côté de la santé et du bien-être des animaux, du côté de la santé des humains, à bien connaître ces parallèles-là. Moi, vous êtes en psychologie sociale, Madame Amiot. Moi, je pense aussi qu'en psychologie, c'est important que soit tenu compte les influences de notre évolution sur nos émotions.
Qu'est-ce qui fait qu'un humain dégénère dans certaines situations de crise et revient en situation de crise, hein, quand l'humain est plus rationnel? Qu'est-ce qui fait que c'est tel type de comportement désastreux, tristes et déplorables là, qui peuvent se produire, mais il y a toute une historique de notre évolution qui, des fois, peuvent expliquer certains déclencheurs. Je pense qu'on a tout à gagner partout à établir ces parallèles-là, à la fois du côté du bien-être, de la santé psychologique, de la santé physique, et aussi dans juste le fait de se considérer partie des écosystèmes aussi, là, pour une perspective plus globale. Mais Madame Amiot, vous auriez peut-être pu le mettre en mots aussi bien que moi, peut-être mieux. Ben, c'est une très belle conclusion, je pense, Caroline. Ben, j'en profite évidemment puisqu'on a un petit peu dépassé là. Merci encore, Catherine, d'avoir soulevé ces questions. Je trouve que ça conclut très bien. Merci particulièrement, Caroline, d'avoir accepté notre invitation, une invitation qui remonte presque au début de la pandémie et que nous avons retardée. Nous avions prévu une autre activité qui s'est transformée. Très, très heureuse d'avoir eu Caroline pour ouvrir notre série de webinaires. Donc, ce n'est pas terminé. Il y en a d'autres. Vous pouvez soit aller, je l'avais mis ici, mais je ne l'ai plus, mais Kate va nous le mettre dans le chat. Allez sur le site de l'ISS et vous abonner à notre infolette. Comme ça, vous aurez toutes nos activités. Mais vous pouvez aussi aller voir sur notre site Facebook. Vous pouvez donc vous inscrire. Bien sûr, on a toute cette série de webinaires avec le Gréseau et la stratégie, mais on a bien entendu plein d'autres activités en lien avec la santé et la société de manière générale. Merci aussi en particulier à Audrey et à Kate, que vous pouvez voir, qui ont été absolument centrales dans l'organisation de cette activité. Et ce qui est fort apprécié, ce sont deux personnes avec qui j'aime beaucoup travailler et je suis ravie d'avoir plein d'autres occasions de le faire. Encore une fois, merci tout le monde. Et si je n'ai rien oublié, ça m'arrive sur une base régulière, mais en général, il y a Kate ou Audrey pour me faire signe. Il n'y a pas de signal. Ah, oui, voilà. Juste pour rappeler, on l'avait déjà mentionné, mais il va y avoir un webinaire le 7 avril. Ça arrive vite quand même. Il reste des places. Toute l'information est sur la page d'accueil du site web de l'ISS, iss.uqam.ca. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Kate. Et j'invite particulièrement Caroline à regarder dans la conversation parce que je pense que ça a été très apprécié comme webinaire. Je pense qu'on aurait pu jaser encore longtemps, comme tu soulignais au début d'ailleurs, qu'on pourrait passer des après-midi là-dessus, mais on a des contraintes et on a d'autres activités aussi. Alors, merci encore une fois à tout le monde. Merci. Merci beaucoup.